La mise en place des mécanismes communs pour soutenir la jeunesse dans le contexte sanitaire actuel, telles sont les attentes de la réunion consultative tenue ce jour en visioconférence par les ministres de la jeunesse des États membres de l'Union africaine. Les rebondissements de l'affaire Rinaldi, le jeune garçon disparu en janvier dernier dans le département d'Untem, des récents témoignages pourraient constituer un nouveau tournant dans cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Après une patience qui aura porté ses fruits, les populations d'Ozangué ont le sourire. La route dans ce quartier de la capitale connaît un réaménagement d'envergure. Et puis c'est demain, jeudi 18 juin 2020, que le général Évariste Ndayishimiye est installé sur le fauteuil présidentiel de la République du Burundi. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité renouvelée. Tout de suite, votre 20h. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a pris une part active au sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la Covid-19 qui s'est ouvert ce matin à Pékin. Organisé par visioconférence, cette initiative a été prise conjointement par la partie africaine, notamment par Cyril Ramaphosa, Macky Sall et Ali Bongo Ondimba, et sommet présidé par Xi Jinping. Les détails avec Priska Mugula et Igor Vunza. Ce directeur de l'Organisation mondiale de la santé, mesdames et messieurs, je voudrais saluer l'heureuse initiative de ce sommet extraordinaire sino-africain pour lutter ensemble contre la Covid-19. Le sommet extraordinaire Chine-Afrique contre la Covid-19, c'est cette table ronde virtuelle qui réunit les acteurs de la coopération sino-africaine et les représentants des institutions internationales, en l'occurrence l'ONU et l'OMS. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président en exercice de la CEEAC, a échangé avec ses homologues présidents des organisations sous-régionales africaines, ainsi qu'avec Xi Jinping de la Chine. Vieilles de plusieurs décennies, les relations d'amitié et de coopération entre l'Afrique et son partenaire d'Asie, deuxième puissance économique mondiale, se voient marquées du sceau de la solidarité agissante afin de lutter efficacement contre l'ennemi commun invisible. C'est donc une occasion pour le continent africain et le pays du soleil levant de relever ensemble les défis sociaux et économiques liés à la crise sanitaire mondiale afin de réduire l'impact du coronavirus pour un meilleur développement. Ce sommet est une opportunité également d'optimiser la coopération multisectorielle. Il s'agit de renforcer les liens dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route et d'intensifier la mise en œuvre des acquis du sommet de Beijing en mettant l'accent sur la santé et le bien-être des populations. Rappelons que depuis le début du coronavirus déclaré à Wuhan, les pays africains et la Chine se sont soutenus réciproquement. Hier, vous le savez, on célébrait la journée internationale de l'enfant africain suite à la vidéo qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux faisant état de violences domestiques sur un mineur de moins de 5 ans. Eh bien, le ministre d'État à l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a instruit les autorités policières en charge de ce dossier de procéder à l'interpellation des acteurs de cette scène effroyable. Il faut dire que Gabon Télévision y a contribué également. Écoutons à cet effet la déclaration lue ici par le commandant Alain Koumba Mungengi, commissaire du littoral. Communiqué du ministère de l'Intérieur. Alors que le Gabon célébrait le 16 juin 2020, à l'instar des autres pays africains sous le thème de « Accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique », l'on découvrait avec stupeur sur les réseaux sociaux et sur une chaîne de télévision publique les images effroyables d'un enfant d'environ 4 ans subissant une agression physique d'un autre enfant âgé, lui, d'environ 9 ans, sous les directives et encouragements d'un tiers qui s'est fait le plaisir d'immortaliser au moyen d'une vidéo cette scène horrible. Face à cette dérive, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a immédiatement instruit le commandant en chef des forces de police nationales à travers la section de la police des mœurs, à rechercher et procéder à l'interpellation de l'auteur de cet acte répréhensible, ainsi que les parents de ce dernier, afin de tirer les conséquences de cet acharnement sur un enfant innocent et sans défense. Il s'agit de 3 enfants issus d'une même mère, le premier âgé bientôt de 16 ans, instigateur et auteur de la vidéo.
La mère a été auditionnée dès hier soir par les services compétents de la police en charge des mineurs. Le juge des mineurs ayant ordonné la relaxe de la mère, l'adolescent de 16 ans a été pour sa part gardé à vue pour complément d'enquête. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, invitant les Gabonais à plus de responsabilités, rappelle que les auteurs de tels actes seront soumis, quel que soit leur âge, aux affres et à la rigueur de la loi. Fait à Libreville, le 17 juin 2020, le préfet de police, général de brigade, Bonjean Rodrigue Mbanza. Voilà, coup de chapeau donc pour la promptitude des forces de sécurité. Puisque le sujet sur les enfants est abordé, parlons de cette nouvelle qui a bouleversé, souvenez-vous, le Gabon tout entier. La disparition du petit Rinaldi en janvier 2020 au village Abéhéba, dans le département d'Untem. L'histoire avait fait couler beaucoup d'encre, de salive et de larmes, engendrant au passage une révolte populaire. Eh bien, les récents témoignages pourraient constituer un rebondissement conséquent dans l'enquête. Yannick Menga. Rebondissement dans l'affaire de la disparition du petit Rinaldi. Les 3 présumés coupables de cette disparition donnent leur version des faits. Moi, M. Bokuba Arsène, Léus, il m'avait d'abord proposé pour mon fils 2 millions, moi j'avais refusé. D'habitude, il marchait toujours avec des biscuits de Alger, avec des bonbons. Il appelait le petit en question, le petit Rinaldi. Le petit Rinaldi, derrière, il a pris l'enfant avec son ami. Ils sont partis derrière le stade. Je sais tout simplement qu'aux environs de 22 heures, entre 20h et 22 heures, que Léus et Narcisse et l'autre sont venus. J'ai entendu leurs paroles pendant que je dormais. Ce qui a beaucoup plus attiré mon attention, c'était la question que Madame Aseko avait posée. L'enfant que vous avez là, c'est pour qui? C'est là où Léus déclare donc c'est mon enfant, je l'ai fait avec une Camerounaise et j'ai profité de la dite occasion, c'est-à-dire l'occasion des fêtes de fin d'année, que je l'ai amené pour passer ce peu de temps avec moi. L'enfant était un garçon, il était bien brun, environ entre 4 à 6 ans. Fait étonnant, Madame Aseko, qui se trouve être la présumée coupable des décès par noyade des 2 enfants de sa rivale dans un lac du chantier Siat à Bitam, révèle que son mari, Monsieur Aseko, serait impliqué dans l'enlèvement du jeune Rinaldi. Ils sont venus à 20h. Quand ils sont venus à 20h, lui et mon mari, ils sont descendus, ils sont venus à 20h. Quand ils sont venus à 20h, ils contenaient un enfant, un garçon. L'enfant était comme un blanc. Oui, c'était à 20h qu'ils sont arrivés. Après cela, ça n'a même pas duré, une double cabine est venue s'égarer. La double cabine, là, le monsieur là est descendu, il était costaud, mais je ne connais pas le monsieur en question, le monsieur qui conduisait. Je ne lui connais pas, je ne connais pas le monsieur en question. Ils sont descendus, le monsieur est descendu. Quand le monsieur est descendu, il a commencé à klaxonner la voiture. Ils sont partis, il m'a dit que Mazou, j'arrive. Ils sont partis monter dans la voiture, lui et l'enfant qu'eux contenaient et le monsieur en question. Bon, s'il y avait des autres gens dans la voiture, je ne connais pas parce que je ne suis pas arrivée au bout de la voiture. Quand ils sont partis comme ça, moi je suis restée. En restant donc, il est venu, c'était même déjà vers 6 heures comme ça là. Et je ne savais pas qu'il était déjà venu. Nous étions déjà là, surprisement, on a commencé à entendre les rumeurs que on cherche l'enfant là-bas à Béba. Ça a commencé, les rumeurs. C'est là que subitement, je n'ai pas fermé ma bouche. Je lui ai dit que Asoko, l'enfant qu'on dit qu'on cherche à Béba là-bas, l'enfant que je vous ai vu avec, vous êtes monté avec lui dans une double cabine blanche. L'enfant là est où? Il a dit que ferme ta bouche. Si tu ne fermes pas ta bouche, tu vas mettre toi-même dans les problèmes. J'avais déjà peur, j'ai fermé ma bouche. Il a commencé à me frapper et me dire que quand tu vas aller témoigner, tu ne sais pas que quand tu témoignes quelque chose, on peut t'attraper et
t'amener en prison. Je lui ai dit que, mais oui, je peux témoigner parce que je t'ai vu avec toi et ton frère, je vous ai vu avec l'enfant. Le frère, c'est qui? C'est Léus. Je suis arrivé à B. J'ai trouvé Léus avec sa mère et son petit frère. Les enfants jouaient derrière et devant. Il avait les biscuits. Il a commencé à jouer avec les enfants. Comme je ne maîtrise pas trop l'endroit parce que ce n'est pas mon village. Il jouait avec les enfants partaient derrière. C'est là où Léus est rentré derrière avec Mousse. Un bon bout de temps, il n'est plus revenu là où on était. Ce fait prêtant à confusion, une réaction des autorités compétentes menant l'enquête est vivement attendue. Voilà donc un rebondissement qui méritait bien un focus, et c'était le focus de la rédaction. On parle dans l'actualité de ce nouveau-né retrouvé à la poubelle par des riverains qui ont donc interpellé les agents de sécurité urbaine. Ces derniers, ne pouvant s'en occuper, l'ont donc amené au service du SAMU social gabonais pour une meilleure prise en charge. La promptitude de l'équipe du SAMU social n'est plus à démontrer dans de telles situations. Le point avec Sheila Mebalé de notre rédaction. Il fait 1,5 kg. Ce bébé de sexe féminin, visiblement en bonne santé, a été ramené au SAMU social tard dans la nuit. Abandonné dans la rue par sa génitrice, son cordon ombilical n'avait même pas encore été coupé. Aussitôt confié à l'équipe du SAMU social qui s'en occupe, et ce mercredi matin, il a été pris en charge par les pédiatres qui l'ont minutieusement examiné. Nous allons nous en occuper avec beaucoup d'amour comme d'habitude parce que on reçoit souvent des bébés comme ça, dont on s'occupe. Et nous allons voir avec nos médecins, nos soignants, comment s'en occuper. Et aussi, elle a un peu tout, hein. Et votre amour aussi est nécessaire. Toujours partager justement d'amour parce que nous savons qu'avoir des enfants, parfois, pour certaines personnes, c'est compliqué. Et quand Dieu nous donne un diamant aussi éternel, aussi beau, je peux que le partager avec vous, mes amis socialisés. C'est la sensibilisation aussi. Hein. Si vous voyez d'autres enfants, appelez le 1488, numéro gratuit. Pour l'instant, le bébé est en parfaite santé, mais il faut un suivi médical, comme l'a d'ailleurs relevé le docteur Wenceslas Yaba, coordonnateur général du SAMU social. Sans nul doute qu'après enquête, la mère biologique pourra être identifiée et être punie sévèrement. Activité institutionnelle avec le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale, qui était ce matin à l'Assemblée nationale défendre le projet de loi portant modification de la loi numéro 042/2020 du 5 juillet 2019 portant code pénal de la République gabonaise. Les travaux étaient dirigés par le président de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. Le point avec Jules Laflore, Odembe, Francis Onémé. C'est en sa qualité de Premier ministre chef du gouvernement que Julien Kogué-Bekale est venu solliciter auprès des députés membres de la Commission des lois l'examen et l'adoption de la loi numéro 042/2018 du 5 juillet 2019 portant code pénal en République gabonaise. En édifiant la représentation nationale sur l'importance que revêt la dite loi, le chef du gouvernement a soutenu que ce texte présente des insuffisances, notamment dans la numérotation, la légifération doublée d'erreurs et omissions dans le contenu de certains articles. Aujourd'hui, une même infraction se retrouve régie par 2 numéros d'articles différents. Toutes choses qui peuvent entraîner des nullités de procédure et créer l'insécurité juridique. Le Code pénal de 2019 ne détermine pas les faits constitutifs de contravention. Par ailleurs, le dit texte prévoit 5 classes de contravention sans indiquer les faits correspondant à chaque classe de contravention. En outre, dans la répression des contraventions, le Code pénal de 2019 n'a prévu que des amendes, sans déterminer des faits contraventionnels punis des peines privatives de liberté, ni préciser le quantum de ces peines. Au cours de ces travaux, les élus du peuple ont soulevé plusieurs préoccupations liées au développement de notre pays. Par ailleurs, ces derniers se sont réjouis du retour du Code pénal actuel au Parlement, ce texte qui cause autant de dysfonctionnements dans le processus du traitement des dossiers en matière juridique. Ce Code pénal va permettre
au pouvoir judiciaire de mieux fonctionner de par l'espèce de fongibilité qu'il y a eu à l'intérieur. Les échanges ont été fructueux, très relevés, et cela permettra désormais à notre code pénal d'être un peu plus en phase avec les réalités du moment. C'est un projet qu'on va soutenir parce que il y va justement d'une meilleure sécurité juridique. Notons que la loi numéro 042/18 du 5 juillet 2019, qui a abrogé la loi numéro 21/63 du 31 mai 1963, sera examinée au fond au sein d'une commission ad hoc. Les autorités du ministère des Transports ont fait le tour ce matin des centres agréés de contrôle technique des véhicules et de plaques d'immatriculation. Il a été question pour Léon Armel Bounda Balonzi et Françoise Asengon Obam de vérifier le fonctionnement de ces opérateurs économiques. Le compte-rendu de Tassiana Minko sur les images de Victor Mundunga. Rouler avec un véhicule défaillant augmente les risques d'incidents sur la route. En sa qualité de ministre des Transports, Léon Armel Bounda Balonzi et sa collègue Françoise Asengon Obam sur le terrain. Objectif, visiter les centres de contrôle technique des véhicules en vue d'améliorer les conditions de sécurité routière. Le chef de l'État tient à la vie de chaque Gabonais. Donc il est pour nous question de vérifier les conditions dans lesquelles sont délivrés ces documents importants. Parce qu'il s'agit ici de prévenir les accidents de la route. Du centre auto-bilan agréé de Nzengayon à Auto-sur-Gabon d'Oloumi, en passant par le centre de contrôle technique de la Sorbonne, les autorités du ministère des Transports ont tenu à être rassurées sur la garantie des outils utilisés dans le mécanisme de contrôle de l'état des organes de sécurité des voitures. Pour les camions, nous avons vu qu'il y a un centre au niveau de Vendo, mais c'est sûrement insuffisant. Vu le nombre de camions qu'il y a à Libreville, il serait important, intéressant que les promoteurs aussi aient des centres techniques agréés pour les camions. Nous, au niveau de l'État, nous allons renforcer le dispositif institutionnel à l'effet de donner aux promoteurs les outils pour qu'ils puissent se déployer dans ce secteur hautement important et sensible. Un contrôle technique s'impose à tout véhicule chaque année, tout comme il est nécessaire pour l'organisme un certificat médical. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on souvent. Et puis, contexte sanitaire oblige. C'est en visioconférence que les ministres en charge de la jeunesse des États membres de l'Union africaine se sont donc retrouvés ce jour dans le cadre d'une réunion consultative. Les attentes de cette rencontre tournent autour de la mise en place des mécanismes communs visant à soutenir la jeunesse dans le contexte sanitaire actuel. Les détails avec Wilfried Pigavwamba et Prestine Guayman. L'impact du coronavirus en Afrique, ponctué par la fermeture des écoles, entre autres, a déstabilisé les différentes couches sociales, la jeunesse singulièrement. Celle-ci, confrontée à de nombreux défis, incite ici les ministres des pays membres de l'Union africaine à élaborer des stratégies communes visant à faciliter l'existence des jeunes dans ce contexte de crise sanitaire. Cela est aujourd'hui une préoccupation majeure au plan africain et c'est pour ça que cette réunion de tous les ministres de la jeunesse avait pour ambition de pouvoir partager nos expériences nationales. L'Union africaine notamment a mis en place un fonds de financement de 420 millions de dollars, c'est-à-dire 295 milliards de francs CFA, pour pouvoir soutenir les États. Le ministre gabonais de la jeunesse a insisté en dressant un tableau synoptique des efforts consentis par le gouvernement, non sans dérouler les projets en cours de réalisation du Conseil national de la jeunesse. Il s'agit d'une sensibilisation nationale dans les lieux de socialisation pour le respect des mesures barrières avec marquage au sol et distribution de kits de protection, de la création d'un manuel numérique des gestes barrières, de la sensibilisation dans les établissements primaires avec des affiches réalisées sous forme de bande dessinée. 4 heures d'horloge, c'est le temps qu'a duré cette réunion consultative virtuelle organisée par la Commission de l'Union africaine.
Et puisqu'on parle du continent africain, c'est demain, jeudi 18 juin 2020, que le général Évariste Ndayishimiye est donc installé sur le fauteuil présidentiel de la République du Burundi. Et cela après que la date de l'investiture de nouveau président a été donnée officiellement. Le récit de Lardingue Mamba. 10 jours après le décès du président Pierre Nkurunziza, le Burundi s'apprête à vivre une nouvelle ère de son histoire politique et démocratique. Élu le 20 mai dernier, avec un peu plus de 60% de voix, Évariste Ndayishimiye prête serment ce jeudi 18 juin 2020 à Bujumbura, la capitale. Une investiture qui fait suite à un arrêté de la Cour constitutionnelle et qui vient mettre fin aux spéculations intervenues pendant la période du deuil national. Cette investiture rapide du général Évariste Ndayishimiye permettrait d'éviter au pays de replonger dans l'incertitude et l'instabilité. Le successeur de Pierre Nkurunziza va rentrer beaucoup plus tôt dans ses nouvelles fonctions, alors qu'il était censé être investi le 20 août 2020. Après 15 ans de règne, la page Nkurunziza sera définitivement tournée. Et puis dans l'actualité, on parle des habitants du quartier Ozangué dans le 5e arrondissement de la capitale qui sont donc satisfaits des travaux de voirie effectués par la société Colas Gabon. Pendant ce temps, dans d'autres quartiers, selon notre constat, à l'exemple de Samétone, la route est dans un état de dégradation avancé pour les usagers et les piétons. Le constat et le reportage d'Eva Mbani Pitake et de Richard Moubiwa. Initié par la mairie du 5e arrondissement de la commune de Libreville et mise en œuvre par la société adjudicatrice Colas Gabon, les travaux de réhabilitation de l'axe École Ozangué, Carrefour Sogatol avancent sûrement à la satisfaction de la population. Je suis satisfait des travaux par rapport à la voie de réhabilitation au niveau de la route. Parce que nous avons duré ici sans véhicule, nous avons duré ici sans route. Donc du coup, on avait du mal à nous en sortir. Mais le vrai problème ici, je pense qu'il se trouve au niveau de la canalisation. Lorsqu'il pleut, nous sommes confrontés à une montée des eaux. Et qui dit montée des eaux dit insalubrité. Sur d'autres artères, par contre, les usagers et les piétons éprouvent des difficultés à vaquer à leurs occupations quotidiennes. C'est le cas de l'axe Akournam 1, Samétone, dans la commune de Vendo, où nous avons surpris les habitants regroupés en collectif avec leurs petits moyens pour aménager cette route. Donc nous nous sommes constitués en collectif pour pouvoir justement pallier certains manquements liés à la route. Donc comme vous le constatez, ce sont des éléments ou des choses rudimentaires que nous utilisons. Au moins ça peut dépanner, c'est peut-être pas grand-chose, mais au moins ça a déjà le mérite de pouvoir essayer de boucher un certain nombre de choses en termes de nids de poules en espérant que la circulation soit beaucoup plus fluide. La réhabilitation des voiries devrait permettre une meilleure fluidité de la circulation en toute saison. Et puis après la reprise des activités académiques à l'université Omar Bongo, plusieurs étudiants se posent la question de savoir à quand le redémarrage des travaux de voirie au sein du campus. Voici le constat d'Andinel Tungi et Gérard Magnagna. L'arrêt des travaux de voirie au sein de l'université Omar Bongo, source d'interrogation pour ces nombreux étudiants, au regard de ces crevasses et nids de poules qui ont désormais élu domicile. Voilà, ça fait, je sais pas, depuis 2016 ou 2015 qu'ils ont entrepris les travaux, mais c'est toujours au même point mort là. Quand même un petit chapeau pour le resto qu'ils ont refait, mais à part ça, il manque les bâtiments, il n'y a pas assez de... Les structures sont défaillantes. Il y a les voiries qu'il faut revoir. L'électricité, il faut revoir. Il y a du vandalisme à l'université tous les jours, il faut revoir. Il y a du braquage, etc. Par conséquent, l'université Omar Bongo n'a que ses yeux pour pleurer. Si la reprise des activités à l'IOB est effective, mais il n'en demeure pas moins que les étudiants appellent de tous leurs vœux l'éradication de certains phénomènes sociaux qui minent encore l'institution. À chaque fois qu'il y a réunion, nous posons les mêmes problèmes. Les problèmes d'insécurité, Dieu merci, le ministre de l'enseignement actuel nous avait aidé en se rendant au chevet d'une étudiante qui avait été braquée dans l'IOB. Dieu merci que le premier ministre actuel est arrivé pour détruire le bunker. Donc l'insécurité y règne, les voiries également ne sont jamais allées, les travaux ne sont jamais allés à leur terme. 50 ans après sa création, l'IOB et ses problèmes d'installation vétustes, de conditions de matériel difficiles sont connus de tous et demandent qu'à être solutionnés.
Et puis nous vous l'annoncions, on parle à présent des responsables de l'association Alinour qui se sont retrouvés au quartier Avea dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. L'objectif était de remercier le coordonnateur général des affaires présidentielles pour avoir aidé ces derniers pendant le confinement du Grand Libreville. Georges Kombila pour le point. Lors du confinement du Grand Libreville, un don de denrées alimentaires composé de produits de première nécessité avait été offert aux populations d'Avea dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Nous étions dans une période difficile, un confinement total. Vous avez des parents qui ne peuvent même pas avoir un demi-litre d'huile. Il a apporté du riz, il a apporté du savon, il a apporté de la nourriture, de la viande, du poulet, du poisson dans leur assiette. Nous devrons le dire à Kiba, à Bora, les Vélendés. Merci, tout simplement. Un geste du coordonnateur des affaires présidentielles qui cadre avec l'appel à la solidarité du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. C'est un homme politique de cette nation qui le disait au cours d'un discours qu'en politique, tu peux avoir une idée à midi, une autre idée à 11h. Mais en économie, les faits sont têtus. Quand quelqu'un a faim, tu as beau venir lui raconter ta vie, mais il a faim, il veut manger. Le coordinateur général des actions présidentielles a écouté l'intervention du chef de l'État à l'effort de la solidarité nationale. Il a apporté sa contribution pour nos parents, nos mères, nos tantes, nos sœurs. Et chacun a trouvé son compte. À travers l'association Alinour, qui œuvre pour les actions de Noureddine Bongo Valentin, ces communautés ont exprimé en langue vernaculaire leur profonde gratitude à leurs bienfaiteurs. Et pour la boucle, dans le cadre de la suite des témoignages à propos du décès de l'ancien Premier ministre Emmanuel Isoze Ngondé, le ministre délégué à l'éducation nationale, Yolande Nyonda, et la promotion des investissements, Carmen Ndao, donc les ministres, ont réagi au micro de Jean de Dieu Ogoms et Jean-Pierre Moussouami. On les écoute. Emmanuel Isoze Ngondé était un homme de valeur et d'exception. J'ai eu le privilège de le connaître en 2017. C'était lors de mon entrée au gouvernement pour la première fois. Je venais alors du secteur privé, j'étais la benjamine de ce gouvernement et j'avais besoin de repères. Et l'ancien Premier ministre était là. Il a su m'encadrer, m'orienter, me guider dans mes premiers pas. C'était un homme qui avait un leadership. En même temps, il avait la culture du travail, l'exigence du résultat, mais en même temps aussi, il était très à l'écoute et attentif. Un homme qui savait motiver ses troupes, qui vous aidait à voir en vous le meilleur de vous-même, qui avait cette capacité vraiment de vous tirer vers le haut. C'était un homme résolument optimiste. C'était un démineur de crise sociale. J'ai encore en mémoire cette grève interminable qui s'enlisait de jour en jour. Une grève où tout le pan fonction publique était vêtu de noir pendant 3 mois pour réclamer la tête du secrétaire général que j'étais. Une journée durant, le ministre Isoze a reçu des syndicalistes très remontés. Enfin diplomate, il avait réussi à apaiser les esprits. Enfin diplomate, il avait réussi à ramener la sérénité à la fonction publique. Après son départ du ministère du Budget, et jusqu'à ce qu'il soit passé à l'Orient éternel, nous avons continué à garder d'excellentes relations. Le ministre Isoze avait des grandes qualités. C'était un grand homme. C'était un grand frère. C'était également un père. Et c'est ce qui nous amène à la sagesse du jour. Qui fait ce que son père n'a pas fait, verra ce que son père n'a pas vu. À méditer. 23h, Cabril Guilain les Mamies pour la dernière édition d'information. Moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Merci, bonne suite des programmes sur notre chaîne.